Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h. Au sommaire, depuis hier à minuit, plus aucun dépôt de candidature n'est réceptionné au Conseil constitutionnel. En tout, 22 candidatures ont été reçues par le Conseil, des détails dans cette édition. Pour la satisfaction de sa plateforme revendicative, le syndicat national des professionnels de la technologie, de l'information et de la communication SIMTIC menace d'aller en grève dans les prochains jours. Également au menu de cette édition du sport, du 3 au 7 septembre prochain se tiendra la 3e édition du tournoi international du football féminin. Le dépôt de dossier de candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 a pris fin hier à minuit. 22 dossiers ont été déposés au Conseil constitutionnel qui doit publier la liste provisoire des candidats le 29 août. Parmi ces candidats, on peut retenir Edi Komboego du CDP, Zéphirin Diabré de l'UPC, Rockmark Christian Kaboré du MPP, Ablassé Ouetraogo du Faso Autrement, Maître Benewende Sankara de la Convention sankariste. Plus de détails avec Viviane Bama. 22, c'est le nombre de candidats ayant déposé leur candidature pour briguer la magistrature suprême du 11 octobre 2015 au Burkina Faso. Et parmi ces 22 candidats, ils sont 18 au titre de ceux investis par des partis politiques. Il s'agit de Ram Ouedraogo du RDBF, Djibril Bassolé de la NAFA, Edi Komboego du CDP, Zéphirin Diabré de l'UPC, Aruna Diko du RPN, Rockmark Christian Kaboré du MPP, Adama Kanazoué de l'AJ, Jean-Baptiste Natama de la CPR-MMP, Ablassé Ouedraogo de Le Faso Autrement, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, Saran Seré Sérémé du PDC, Taïrou Bari du Parrain, Yacouba Ouedraogo de l'UBN, Benewende Stanislas Sankara de l'UNIPS, Roland Tondé du Paris, Victorien Tougman du MAP et de Salvador Yamuro du RDF. Quant aux candidats indépendants, eux sont au nombre de 4 pour ces élections à avoir déposé leur candidature. Ce sont Boukari Ouedraogo di Tintin, Françoise Toé, Isaka Zampaliré et Korotimi Joséphine Zon. Toutes ces candidatures passeront bien sûr au peigne fin du Conseil constitutionnel avant publication provisoire le 29 août 2015. Ce n'est seulement qu'après cette date que les personnes désireuses de le faire pourront introduire conformément aux articles 130 et 131 du Code électoral des recours auprès du Conseil constitutionnel pour contester la candidature de certains candidats. Et pour ce faire, elles disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats, permettant au Conseil de statuer sans délai. Si toutefois ces candidatures sont définitivement validées par le Conseil constitutionnel, ces 22 candidats à l'occupation du fauteuil présidentiel pourront donc se lancer dans la campagne électorale. Et pour une élection apaisée et démocratique en octobre, le Front de renforcement citoyen a entrepris une série de rencontres avec les personnes ressources de ce pays. Sa croisade a débuté jeudi avec les responsables de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME et le cardinal Philippe Ouedraogo, le FRC, a remis à ses leaders religieux un message de paix pour qu'à leur tour, ils les transmettent à leur communauté avant, pendant les échéances électorales. Le syndicat national des professionnels de la technologie, de l'information et de la communication menace d'aller en grève si leur plateforme revendicative n'était pas satisfaite. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours de leur assemblée générale. Un reportage signé Hassan Nakrou. Le syndicat national des professionnels d'éthique synthétique est mécontent du silence de leur ministère de tutelle sur la revendication autour de l'indemnité spécifique qui, pourtant, est un acquis historique des informaticiens depuis 1999, à en croire le sympathique. Il l'a fait savoir au cours d'une assemblée générale tenue ce samedi 22 août 2015. L'indemnité spéciale d'informaticien, c'est un droit. C'est-à-dire que lors des négociations, les grèves du 4 et 5 et février 2014 stipulait qu'on ne touche pas aux acquis historiques. À partir du moment que le gouvernement a signé ce protocole d'accord avec les centrales syndicales, nous ne comprenons pas que dans l'application, l'indemnité spéciale d'informaticien a été supprimée. Donc nous ne pouvons pas comprendre ça. Si au niveau de l'ensemble des travailleurs, cette indemnité était supprimée, à la rigueur, on pouvait comprendre. Mais c'est un protocole d'accord
que l'application n'a pas été respectée. Après plusieurs démarches jusque-là entreprises auprès du cabinet du ministre en charge des postes et de l'économie numérique qui se sont avérées infructueuses, Salifou Ilboudo et ses camarades entendent passer à une étape de leur lutte pour se faire mieux entendre par les autorités de la transition. Les informaticiens sont déterminés et dans les prochains jours, nous allons aller en sitting. Nous savons que le 1er septembre, là, il y a une rencontre du gouvernement syndical. Nous allons aller en sitting pour que ce point-là soit pris en compte lors des négociations. Et après ça, nous allons aller en grève et les conséquences, les gens pourront en tirer. Cette assemblée générale se veut donc celle de la dernière chance pour éviter une crise ouverte entre les informaticiens et leur ministère de tutelle selon leurs syndicats. L'information, c'est aussi l'affaire Obouf, le délibéré de la Cour d'appel de Ouagadougou, saisi par le conseil Obouf de Ouedraogo, Bouraïma et de 12 autres prévenus condamnés de tromperie, a été renvoyé au 18 septembre 2015. Selon des informations, la chambre criminelle de la Cour d'appel a jugé la requête de délibéré provisoire recevable. Toutefois, il souhaite avoir des informations complémentaires sur ce dossier afin de pouvoir rendre sa décision. Rappelons que le PDG du groupe Obouf avait écopé de 12 mois de prison ferme avec le paiement de 10 millions de francs CFA. Et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta était dans le sud du Mali jeudi où il a rencontré les partis politiques mais aussi l'armée. S'adressant aux troupes dans un camp militaire de Sikasso, il a évoqué la situation dans le nord du pays. Ibeka a critiqué l'instauration de la décision de la mission de l'ONU d'instaurer une zone de sécurité autour de la ville de Kidal. Et nous revenons à cette information. Au Burkina Faso, ils sont des milliers d'enfants à mendier à travers la rue pour se nourrir. Un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur au point de devenir très inquiétant. Ibrahim Sanou nous en dit plus. Le phénomène de la mendicité connaît des proportions de plus en plus inquiétantes dans les principales villes du Burkina Faso. On retrouve généralement ces mendiants autour des édifices religieux, des marchés et des feux tricolores. Cet acte qui, jadis, constituait une pratique organisée de nos traditions, est de nos jours devenu un fléau social. Au nombre de ces derniers, il y a aussi les mamans de jumeaux. Pour cette maman, je viens mendier avec mes enfants pour pouvoir les nourrir le temps qu'ils grandissent et ensuite je vais me chercher du travail. On dit que la mendicité n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi moi je mendie les vendredis seulement. Ce maître coranique qui a à sa charge plusieurs enfants qui mendient estime que la mendicité a son rôle dans la société. Actuellement, j'ai à ma charge une quinzaine d'élèves. Il faut que ces élèves mendient pour se nourrir avant d'être... Pour ces dames qui vendent des produits divers dont ceux utilisés pour les sacrifices se frottent les mains les vendredis. Ici, on vend les produits qui servent à faire les sacrifices. Les œufs, les coris, les galettes, le petit mil. Mais les vendredis spécifiquement, le marché est satisfaisant. Plusieurs arguments sont avancés pour expliquer ce phénomène. Est-ce par tradition ou par nécessité? L'un dans l'autre, il est temps que les autorités se penchent réellement sur ces fléaux pour trouver une solution adéquate. À Bobo Dioulasso, le nombre croissant des cas d'accidents de la route sont très souvent attribués à la circulation des camions bennes. Ces camions se retrouvent sur toutes les avenues à toutes les heures. Depuis quelque temps, ces voitures sont objet de plusieurs plaintes de la part des Bobolais. Le constat avec notre correspondant Josias Dabiri. La circulation routière est devenue la seconde cause de mortalité, surtout dans nos villes. Parmi les moyens de transport qui sont assujettis à ce nombre croissant d'accidents dans les villes, la situation des camions bennes est encore plus décriée à Bobo Dioulasso. Les stigmates restent encore vifs dans bon nombre de foyers.
Les marchands qui se heurtent à ces bennes paient souvent un lourd tribut, de la destruction de leurs engins jusqu'à des blessures graves et dans le pire des cas, la mort atroce. Pour certains usagers, ces véhicules sont dépourvus de système de freinage, d'autres l'excès de vitesse dans la ville, en général un mépris des règles de la circulation. Il faut reconnaître que la situation elle est assez spécifique à Bobo, en ce sens que les bennes sont beaucoup de fois impliquées dans les accidents où on leur reproche beaucoup de fautes de circulation ou d'autres faits qui ne vont pas en harmonie, qui ne sont pas en harmonie donc avec les normes de... Ainsi, des Bobolais n'hésitent pas de pointer des doigts accusateurs à ces bennes pour défaut de freinage. Les propriétaires de bennes, ils sont négligents en réalité. Parce que ce n'est pas le problème des chauffeurs en tant que tel. Puis en tant que chauffeur, lui au moins, il essaie de faire son job. Avec le chômage persistant, il essaie de gagner un peu. Mais souvent, quand il déclare comme ça les problèmes, les propriétaires leur disent de se débrouiller. Donc souvent, ça fait que les freins commencent à péter. Bon, avec les freins de rechange aussi, souvent, ça ne tient pas. Le poids qui est là, quand ils descendent souvent en pleine vitesse, il y a au moins, par exemple, sur 100 bennes comme ça, peut-être il y a 70 qui n'ont pas de bons freins. Cependant, de l'autre côté, en leur corps défendant, les promoteurs de bennes estiment que la question de défaillance de freinage n'est pas avérée. Il y a des gens qui se paniquent dès qu'ils voient un camion derrière eux. Et par contre, il y a d'autres aussi, ils s'entêtent que le camion le voit. Or que c'est un truc à vapeur. Les raccords peuvent lâcher à tout moment. Donc quand la population voit un camion devant eux, que ce soit une benne, que ce soit des remorques, ils n'ont qu'à laisser la route, c'est mieux. Selon d'autres encore, si ce n'est le défaut de freinage, le manque de vigilance y est pour quelque chose. C'est dû aussi au manque de vigilance des chauffeurs, voilà, qui sont chaque fois en précipitation quand même pour raccourcir un peu les distances et autres, là, voir quelque chose. Voilà, c'est dû aussi à la densité aussi des usagers et puis aussi à l'étroitesse des voies aussi en ville ici. Cependant, il faut reconnaître que ces bennes qui sont affectées au transport des agrégats adoptent parfois des comportements qui mettent peu à l'aise les autres usagers, notamment les brins de sable qui entrent dans les yeux. Et le Burkina Faso a connu ces dernières années un boom dans le secteur de la cimenterie. Plusieurs sociétés se sont implantées, offrant une variété de choix aux consommateurs. Des implantations qui ont favorisé donc par des mesures gouvernementales. Dans cet élément de Viviane Bama, nous saurons encore plus sur la législation en vigueur. Depuis quelque temps, on assiste régulièrement à l'ouverture d'industries de cimenterie au Burkina Faso. Une situation favorisée par des mesures gouvernementales à travers la loi 025 adoptée en 2012 et définissant les conditionnalités de l'implantation des industries au Burkina Faso de façon générale et accompagnée du Code des investissements. Cette loi, en tout cas, donne des avantages aux potentiels investisseurs en termes d'exonération fiscale, en termes d'accompagnement de l'État d'une manière générale à l'aboutissement d'un produit industriel, en tout cas d'un investissement industriel ou d'une installation. En dehors de ces textes, il n'existe pour l'heure aucune réglementation spécifique pour les industries de cimenterie. Les cimenteries, à l'exception comme c'est des gros investissements, c'est-à-dire que ça lie directement à la loi 025 parce que cette loi prévoit plus d'avantages que le Code des investissements. Parce qu'à ce niveau, au niveau du Code des investissements, il y a certes des exonérations, mais c'est des exonérations partielles. Mais au niveau de cette loi, l'exonération est totale pendant quand même un certain nombre d'années, encore plus, une période plus longue que celle prévue dans le Code des investissements. Et pour ce qui est de la qualité du ciment vendu sur le marché burkinabé, aucune étude pour le moment ne permet de juger de sa qualité. C'est des industries qui sont pour le moment en phase test ou en phase test actuellement. On attendra peut-être pour quelques années pour essayer de faire une évaluation et de comprendre davantage, en tout cas de voir un peu la qualité réelle même de ce ciment mis sur le marché. Une réglementation pas tout à fait au point qui laisse par ailleurs libre cours aux industries en matière de prix. L'égard n'est pas un droit qui, en termes de fixation de prix. Non, parce que ce qu'il convient de dire ici,
qu'aujourd'hui, au niveau national, en tout cas, les produits, c'est-à-dire le marché est libre dans le domaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Maintenant, le prix dépendra en fait du coût de production de chaque industrie, en quelque sorte. En moins d'une année, 3 industries de cimenterie se sont ouvertes au Burkina Faso, en plus d'une déjà existante. Ces investissements rapportent certes de l'argent à l'économie burkinabé, mais il serait temps que le gouvernement accorde plus d'attention à ce secteur où la législation fait encore défaut. Certes, il existe plusieurs variétés de ciment, mais le prix du sac reste élevé pour les populations. Les revendeurs de ciment décrivent également cette inflation. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Simfaso, Simétalon, Diamond Cement ou encore Simburkina, voici autant de qualités de ciment qui se rencontrent sur le marché burkinabé. Ces différentes qualités de ciment ont leur base de production au Burkina Faso. Cependant, les revendeurs se disent victimes d'une flambée des prix qui ralentissent de ce fait leur marché. Bon, en fait, les ciments, nous on peut dire que non, c'est pas au niveau de chez nous. Puis sinon, les ciments même maintenant là, on les produit au Burkina Faso. Alors qu'avant, le Burkinabé était obligé d'aller au Togo pour aller chercher du ciment pour venir. Mais maintenant, on voit que non, malgré qu'ils produisent au Burkina Faso, au lieu de diminuer le prix, ils augmentent le prix et que non, nous, les revendeurs, si on part à l'usine pour aller payer et puis on veut revendre, on ne peut pas revendre à moins cher parce que c'est au niveau de eux. En clair, cette constance des prix du ciment au Burkina Faso est due à l'avènement de 3 nouvelles cimenteries, dont Simfaso, Simétalon et Simburkina. Bourema Naba est le directeur général de la réglementation et du contrôle de la direction du contrôle économique et de la répression de la fraude. Il nous explique cet état des prix de ciment dit flambé. C'est surtout dû au fait que, compte tenu du fait que ce sont de nouvelles cimenteries, le même arrêté qui permet de fixer les prix des produits de grande consommation de fabrication locale donne à son article 5 une dérogation pour les entreprises qui viennent pour la première fois sur le marché, pour leur permettre de mieux maîtriser et de mieux entrer sur le marché, de leur donner une autorisation de vente test. Donc pour le cas des 3 nouvelles cimenteries, c'est ce qui a été fait. Donc il y a une autorisation de vente test qui leur a été accordée parce que pour la première fois, elles ne maîtrisent pas un certain nombre de paramètres du marché. Cette période de vente test est accordée à ces cimenteries pour une période de 6 mois renouvelable une fois. C'est dit donc que le prix du ciment pourrait être considérablement revu à la baisse à partir de janvier prochain. Mais pour l'instant, les clients devraient débourser une somme de 6 000 francs pour un sac de ciment. À présent, direction Gounguin, où le marché de fruits situé dans ce quartier se vide de plus en plus de ses vendeuses. Ces dernières se plaignent, elles se retrouvent de plus en plus en bordure de voies et se plaignent de la rareté des clients. Viviane Bama nous en dit plus. Dans le quartier Gounguin, en plein cœur de Ouagadougou, se trouve un marché de fruits et de légumes. Aménagé pour améliorer les conditions de travail des vendeuses de fruits de la zone, ce marché est pourtant délaissé par ces dames qui préfèrent mener leur commerce au bord de la voie publique. Si pour certaines l'inoccupation de ce marché est due à la clientèle, pour d'autres, cela est plutôt dû à un problème de place. C'est tout remonté que Dame Sawadgo nous explique son cas. Msin yiku wakawa ashime yikin kitu bukte no de nuka anasi anuarare lombu men yeti patron te zabtaba te pere na wa ye tondo ti ton jinka ne rawa leben ton ti ton yera kai da rare ne ban paskai din kiti ton jika ne tabo ton son wa boto masa bam ya wa pas. Pourtant, ce marché de fruits et de légumes, aménagé à une capacité d'accueil de 54 places et une vingtaine de box seulement est occupé.
Les vendeuses restées sur place, elles se plaignent du marché. C'est-à-dire que quand on a fait qui on a mis des indices, tiens à minimum tout cas tu aimes Babakai, la kirime watam, parce que kirime watame, kirime kawati. Et les relations entre les deux groupes de vendeuses ne sont pas toujours au beau fixe. La police rama ta la police rama men hiteti a bola tondo wa karkan masa bo nyam kawai tumdai ya waya hambe ko humbu na mande kitram ti lebro gombonse alors que normalement braga wa meton bam yelam ti gehem kana zine so meyon ko ne ba fana kan. Mais si malgré toutes ces difficultés, Madame Kwala et les autres vendeuses de fruits tiennent à rester, c'est avant tout pour honorer la parole donnée au maire lors de l'inauguration. Ton karatin yi sababu ton han yansa on wen bumninga puisque riti merci mo comportora ton han ya han wen wilga bati ton shuria no ne bam tumtum ninga wallahi ton karaton paratin librantari bienam tiburikin saka kumunje yande. Selon Madame Kwama, les maintes rencontres avec les responsables de la mairie de Ouagadougou et de l'arrondissement numéro 2 n'ont pas permis jusqu'à l'heure de trouver un terrain d'entente entre les vendeuses en vue de permettre une meilleure occupation et valorisation de ce marché de fruits. À présent de l'actualité sportive, la 3e édition du tournoi international de football féminin est prévue du 3 au 7 septembre prochain. Les grandes lignes de l'organisation ont été dévoilées aux hommes de médias ce matin à Sanakro, Yété. Du 30 au 7 septembre 2015 aura lieu le tournoi international de football féminin de Ouagadougou Tifo, placé sous le thème « Le football féminin, facteur de sensibilisation et de lutte contre le mariage précoce des filles et les mutilations génitales féminines ». Cette 3e édition a pour objectif principal la sensibilisation et la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Pour la présidente du Tifo, il est temps d'arrêter ces pratiques ignobles. Bon, vous saviez très bien, je venais de le dire. J'ai dit il n'y a même pas une semaine, j'ai lu dans un journal, un monsieur a excisé une fille, et c'est 2 filles, 17 ans et 23 ans. Et je trouve que cela n'est pas normal. Et c'est vraiment un crime, cela. Et ce n'est pas beaucoup ce que nous voulons faire, mais nous voulons attirer l'attention des gens sur les mariages précoces et les mutilations génitales féminines qui dégradent la femme. Et cela n'est pas normal de pouvoir faire ça à ces filles-là. Donc nous lançons un appel. Nous savons qu'avec vos interviews et tout, un mot va tomber dans l'oreille de quelqu'un quelque part qui devrait le faire et qui va arrêter de le faire. Maintenant, ça suffit, à l'heure actuelle, nous sommes en 2015, qu'on excise encore des filles et cela n'est pas normal. Pour Marguerite Karama, ce tournoi au-delà du thème de mariage précoce et de mutilation génitale qui sera évoqué tout au long des compétitions, ce tournoi offre également un lendemain meilleur aux pratiquantes. Nous avons des promesses, mais nous n'avons pas encore reçu ces promesses et nous savons que normalement, vu ce que nous avions fait, vu les prix que nous avons, vu les déplacements, vous savez, avant, on ne pouvait pas croire que nous pouvons prendre des filles pour aller en Italie pour jouer une compétition. Aujourd'hui, on va en Allemagne. On ne sait pas où demain ça peut aller. Et ensuite, au niveau des princesses, nous avons nos filles qui sont boursières grâce au football féminin. Parce qu'elles jouent au football, elles sont dans les universités américaines, d'autres sont en Algérie avec des bourses grâce au football féminin. Donc je pense qu'on doit nous soutenir pour que nous puissions soutenir les filles aussi. Environ 17 millions sont prévus pour l'organisation de ce tournoi international de football de Ouagadougou Tifo. À présent, place à l'invité de cette édition. Il est le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma. Avec lui, il sera question de tourisme, un secteur dont l'apport à l'économie burkinabé n'est pas négligeable. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bonjour à vos téléspectateurs. Alors, nous débutons cet entretien par un diagnostic du tourisme burkinabé. Dites-nous comment est-ce qu'il se porte? Alors, je crois que le tourisme burkinabé se porte relativement bien. Dans ce sens que, c'est vrai, nous n'avons pas de tourisme balnéaire, nous n'avons pas une sortie sur la mer, mais nous avons pensé que les autorités ont eu vraiment cette vision de coupler le tourisme et la culture. Et c'est extrêmement important pour nous. C'est un tourisme qui se porte, sans vous donner des chiffres précis,
Je crois qu'en termes d'arrivée, nous sommes quand même dans une situation où on se situe entre les 3e et le 4e pays destinataires, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai, il y a eu des difficultés, notamment quand nous avons des problèmes, n'est-ce pas, avec les pays voisins, les crises, n'est-ce pas, au Mali, les crises, n'est-ce pas, avec Boko Haram aujourd'hui. Cela fait que ça ralentit un peu la chose, mais nous pensons que le tourisme au Burkina Faso se porte assez bien. Et c'est justement en tenant compte de cela que nous avons pensé qu'il est bon que, d'un point de vue approche politique du développement de ce tourisme, que nous développons le tourisme interne. Ça veut dire quoi? Faire en sorte que le Burkinabé ait ce désir de découvrir chez lui, s'intéresse, n'est-ce pas, à ces sites touristiques, et ça nous permet de nous mettre à l'abri. Des pays comme la France l'ont fait, et il n'y a pas de problème. Même s'il y a des problèmes à l'extérieur ou dans les pays voisins, nous pouvons y être, nous pouvons nourrir ce tourisme. Donc je crois que le tourisme se porte bien. Il y a le parc hôtelier, c'est vrai, il y a des hôtels qui se sont construits, qui sont d'une certaine génération, mais de plus en plus nous avons des hôtels, les nouveaux hôtels qui se construisent, qui sont aux normes. Et nous insistons pour que le service également soit vraiment d'une bonne qualité, parce que c'est là le premier contact avec les touristes dans le pays, c'est dans les hôtels. Donc je crois que grosso modo, nous pouvons dire qu'avec vraiment les statistiques que nous avons, le tourisme se porte assez bien. Mais nous avons encore du chemin à faire. Alors, tantôt vous parliez à l'instant de tourisme interne, inviter les Burkinabés à découvrir leur propre potentialité touristique. Selon vous, pourquoi est-ce que les Burkinabés n'ont pas cet amour pour le tourisme burkinabé? Est-ce par ignorance ou est-ce le fait que aller dans ces différents sites touristiques, cela coûte énormément cher? Ouais, je crois que c'est un état d'esprit. Et pour la petite histoire, j'ai demandé aux membres de mes collègues membres du gouvernement, il faudra que lorsque nous sommes en vacances, si vacances il y a, je ne parle pas pour le gouvernement de transition seulement, je parle pour les autres gouvernements qui vont venir. Il est bon qu'au sommet, on donne l'exemple. Quand on demande à un ministre où est-ce que vous allez pour vos vacances, il dit je vais aller à Los Angeles, je vais aller, n'est-ce pas, dans tel ou tel pays, en France. Non, il faudra que prioritairement, nous donnions l'exemple d'aller sur nos sites. C'est vrai, il y a des difficultés, problème d'accessibilité, surtout en hivernage, c'est vrai, mais il y a quand même des choses à découvrir ici. Alors donc le tourisme interne, c'est extrêmement important et je crois que c'est ce qu'il faudra que nous pouvons développer. Et notre salon international du tourisme de Ouagadougou qui va avoir lieu à partir donc dans la deuxième vingtaine, enfin dans la deuxième quinzaine donc du mois de septembre, va surtout mettre l'accent sur cela. Je crois que le tourisme interne est fondamental, c'est extrêmement important. Et en tant que père, en tant que mère, il n'est pas question pour nous de favoriser l'extérieur d'abord. C'est important. Mais il faut que nous puissions découvrir ce que nous avons comme potentialité. Et ça, c'est véritablement une lutte, c'est une bataille que nous tenons à mener au sein du ministère. Alors, la politique nationale du tourisme a été adoptée. Quelles sont donc les actions qui ont été mises en œuvre pour apporter un plus à ce tourisme-là? Selon vous, est-ce que ces actions qui ont été mises en œuvre ont porté les fruits escomptés? Alors, en 2009, effectivement, nous avons une politique nationale du tourisme, développement touristique, tout comme un développement culturel, qui a d'abord scindé le pays en des zones touristiques. Vous avez l'ouest, vous avez le centre, qui est un tourisme vraiment donc, de conférences, etc., c'est-à-dire Ouagadougou, rencontre. Vous avez l'est, où le tourisme est essentiellement basé sur le tourisme synergétique, parce que nous avons beaucoup et de vision, nous avons beaucoup d'animaux qu'on peut découvrir, Diapaga, etc. Et nous avons le Sahel et nous avons le nord, etc., etc. Alors, c'est de faire en sorte à développer ce tourisme. Et nous avons des programmes, un programme de développement justement de ce tourisme, de ces zones touristiques du Grand Ouest, du centre, du Sahel. Et ça, c'est des programmes que nous avons déjà fini les études, de faire en sorte que nous puissions véritablement développer ces axes-là. Et c'est extrêmement important. C'est vrai, ce que les touristes, n'est-ce pas, dans leur jargon disent, un produit phare, nous n'en avons pas encore, mais nous pensons que l'un dans l'autre, la culture liée au tourisme
c'est extrêmement important. Nous faisons en sorte que des sites, par exemple, comme l'Europénie, qui a été reconnu, n'est-ce pas, et inscrit sur la liste du patrimoine mondial, soient véritablement un lieu d'attraction. Vous savez, il y a quelque chose qui est extrêmement important qu'il faut vous dire. Tant que vous n'avez pas documenté, vous ne faites pas parler un site, ça n'a aucun intérêt pour les gens. Mais lorsque vous dites, par exemple, à l'Europénie, voilà pourquoi ça a été construit, voilà qui est censé être les constructeurs, ça c'est un discours qui attire les gens. Et vous avez des lieux très simples, mais il faut leur donner un contenu dans le discours. Et c'est ce que nous travaillons à faire pour que véritablement les gens sentent qu'ils ont une histoire, les gens sentent qu'ils ont une culture qui est riche et qu'il faut aller découvrir. Alors, pour toujours parler de la politique nationale du tourisme, quels sont donc les objectifs que vous êtes fixés à long terme en adoptant ce plan? Les objectifs que nous nous fixons, c'est d'abord véritablement de l'aménagement, l'accessibilité. Imaginez-vous qu'au moment où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en août, il y a des sites touristiques qui sont impossibles d'accès parce qu'ils n'ont pas de voie d'accès. Et sur la question, j'ai approché le ministre en charge des infrastructures qui m'a affirmé que des partenaires leur ont dit que d'un point de vue du tourisme, ce que ça peut nous apporter, nous-mêmes on ignore réellement la rentabilité. Alors nous avons fait un point de tout ce que nous avons comme problème d'accessibilité à ces sites-là, que nous avons soumis au ministre donc chargé des infrastructures touristiques et des transports. Et nous allons aller ensemble. Ça c'est un problème. C'est les investissements. C'est-à-dire, sur un site, il faut un minimum de structures d'accueil pour que le touriste, quand il vient, il ait un minimum. Dormir, pour se restaurer, se désaltérer, etc. Et nous avons une direction qui s'occupe de cela. Dans notre politique, cette direction a été créée exprès pour cela. Et l'Office national du tourisme, qui est chargé et tenu de vendre notre image à l'extérieur, qui également se déploie. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais je crois que le gouvernement va nous accompagner dans ce sens-là. Donc, en termes donc, de politique de développement, nous pensons qu'il y a des préalables. Que nous-mêmes, nous sommes convaincus qu'on fait le recensement, et on l'a fait, il y a un certain nombre de sites. Qu'il y a des difficultés, accessibilité, aménagement, et c'est ça, c'est une réalité que nous sommes en train donc de vouloir prendre à bras le corps pour les résoudre. Alors parlons de tourisme toujours. On sait que le Burkina Faso a plusieurs priorités, notamment l'éducation, la santé. Il y a plusieurs secteurs qui sont prioritaires. En tant que le premier responsable du département de la culture et du tourisme, est-ce que vous ne sentez pas que dans la prise de décision, ce secteur-là est un peu isolé? Voyez-vous, je vous remercie pour cette question. Les partenaires, les collaborateurs du secteur du tourisme ont l'impression que nous favorisons plus la culture que le tourisme. C'est une mauvaise interprétation. La réalité, c'est que ceci. Il faut que le politique lui-même ait une bonne appréhension de ce que c'est que le tourisme. Figurez-vous, madame, que je viens de rentrer d'une rencontre à Accra, où il a été question, de tous les ministres de la région et de la sous-région ont été invités. Il était question de voir comment nous allons booster le tourisme et que nous serons également positionnés en tant que pays, en tant que continent touristique. On a constaté une chose. À l'Union africaine, il n'existe pas une mention du tourisme en tant que secteur à développer. C'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr que les gens aient une bonne perception de ce que c'est que le tourisme. Le tourisme, ce n'est pas seulement aller, n'est-ce pas, se balader pour voir des choses. Non. Le tourisme aujourd'hui constitue une industrie de par le monde qui est extrêmement importante. Et c'est dommage que nous ne puissions pas vraiment capitaliser cela. Donc c'est un problème. C'est une question d'appréhension et de compréhension de nos hommes politiques. Mais au Burkina, Dieu merci, nous avons quand même une vision. Nos responsables ont une vision de l'importance de ce tourisme-là, ce que ça peut apporter dans l'économie. Et c'est extrêmement important. Et à cette rencontre avec les ministres, mes collègues, je leur ai dit, il ne s'agit pas seulement du tourisme, mais il s'agit de la culture. Les deux alliés ensemble, c'est ça qui va faire de notre tourisme vraiment un continu. Donc c'est pour vous dire
il y a des problèmes dans l'appréhension, la compréhension de ce que c'est vraiment la définition de ce que le tourisme. Et je crois que nous sommes en train de travailler. Tout n'est jamais gagné d'office. C'est des batailles de longue haleine. C'est au pas à pas que nous allons effectivement arriver à faire comprendre à nos décideurs politiques, pas seulement le gouvernement, à l'Assemblée, même les leaders politiques aujourd'hui, dans leur programme politique, font-ils allusion à la culture et au tourisme? Est-ce qu'ils ont la bonne compréhension? C'est ça notre bataille aujourd'hui. Et je crois que, même s'il nous reste très peu de temps en tant que tel, nous allons battre pour ça. Alors, nous allons revenir à la question de la valorisation du tourisme burkinabé. On a eu à constater que durant les vacances, les agences qui organisent les colonies de vacances mettaient plus l'accent sur le tourisme régional. Disons qu'ils amenaient les enfants, les burkinabés, hors du Burkina pour connaître d'autres sites touristiques. Est-ce qu'au niveau de votre département, vous avez travaillé à ce que les choses puissent changer dans ce sens? La première des mesures que nous avons eu à prendre, et je l'ai dit, je crois que c'est sur les antennes, n'est-ce pas, de la RTB, il n'est pas question pour nous que nos structures étatiques organisent des excursions prioritairement à l'étranger. Nous voulons, comme leitmotiv, comme vraiment feuille de route, développer le tourisme interne. Effectivement, comme vous le dites, la tendance, c'est d'aller à l'extérieur, des pays limitrophes, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Vous dépassez des choses qui sont intéressantes pour nous ici, donc on donne la priorité. Donc, j'ai donné instruction qu'on arrête tout de suite. Notre ONTB n'amènera pas des colonies dans un pays extérieur. C'est à l'intérieur que nous voulons le faire. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est un problème. C'est un problème. Et je ne vois pas pourquoi nous avons ce complexe. On a tellement de choses à découvrir ici que si nous-mêmes, les adultes, nous ne donnons pas vraiment le besoin et le goût à nos enfants de les découvrir, mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Les plus jeunes, j'allais dire, s'inspirent de l'exemple des anciens. Et j'ai envie de demander au niveau du gouvernement, si on a encore le temps, que prioritairement chaque ministre devrait aller découvrir un site touristique interne. Ça fait un déclic. Et nous en avons, et Dieu sait ce que nous avons, des sites. C'est à nous de les valoriser. Donc vraiment, comme vous le dites, c'est notre priorité. Il faut que nous arrêtons avec ça. Les agences de voyage et autres qui organisent, n'est-ce pas, des choses, des circuits, c'est bon. Mais ce que je voulais dire non plus, il n'est pas question de se renfermer. Les choses qui sont importantes pour, par exemple, les tours opérateurs, c'est-à-dire ceux-là qui sont à l'extérieur, qui vendent les destinations touristiques, ce qui est intéressant, c'est que nous puissions créer des circuits sous-régionaux. C'est-à-dire qu'un touriste qui vient ici de l'étranger, qu'on puisse l'amener au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Ça fait un plus. Donc on ne s'enferme pas. Mais nous avons un devoir réel, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, notre destination à l'interne, soit d'abord connue de nous-mêmes. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de venir, de connaître de votre pays, tant que vous-même, vous ne faites pas la promotion de vos destinations touristiques. Donc on n'est pas fermé, mais nous disons que notre salut pour développer le tourisme, c'est développer le tourisme interne. Alors, Monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti est presque arrivé à son terme. Une autre question et assez rapidement. Votre département a lancé une opération pour l'obtention de permis d'exploitation pour des restaurants touristiques. Dites-nous, qu'est-ce qui a suscité le lancement de cette opération? Alors, nous avons un certain nombre de textes en matière donc, de développement de l'activité et le pan qui était le moins développé aujourd'hui, c'est les restaurants touristiques. Vous ne pouvez pas parler d'hébergement sans parler de restaurant. Il est bon qu'on organise effectivement donc ce secteur-là, cet aspect des choses. Et nous avons lancé cette opération. Nous avons eu des rencontres. Mon secrétaire général a fait des rencontres. Nous continuons à en avoir pour expliquer aux gens, aux restaurateurs, qu'il faut qu'ils aient au moins un label, qu'ils aient une reconnaissance. Dieu merci, je crois que nous avons plus de 70 restaurateurs qui ont déposé leur demande de reconnaissance et d'autorisation d'exploiter. Nous sommes très fluides et nous sommes très j'allais dire, dans la matière, et il n'y a pas beaucoup de formalités.
nous avons commencé déjà, même moi qui vous parle, j'ai commencé à signer un certain nombre d'autorisations d'exploiter. C'est extrêmement important que les restaurants aussi se mettent à jour, qu'ils aient un service, n'est-ce pas, qui soit bon, pour que véritablement ils soient fréquentés avec toutes les commodités et toute la sécurité, n'est-ce pas, qu'il s'y est. Jean-Claude Dioma, merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Je vous remercie vos téléspectateurs et j'espère que ce n'est pas la dernière et que je reviendrai. À l'instant, nous étions en compagnie du ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma, et c'est avec lui que nous refermons ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi.